Merci. Madame la Présidente. Oui, alors j'ai noté, je vous ai noté, Madame Robin, Monsieur Oui. Sauvadet. Bon, Madame la Présidente, à ce stade de notre débat que je trouve passionnant, j'allais vous dire, on est tous potes. On est tous potes par rapport au changement climatique dans cette Assemblée. Je suis pas sûr. Ben, si je vous le dis, c'est que vous pouvez le prendre comme tel. On est tous des pionniers. Simplement, la question, elle n'est pas celle de constater ou non le changement climatique. La réponse, c'est quelle réponse politique on va apporter dans les 4 ans et demi qui sont ceux de la durée de votre mandat. Donc, moi, je vais vous faire quelques propositions. D'abord, on parle beaucoup de territoire, il s'agit d'abord de comportement des personnes. Et je crois que nous devons poursuivre la sensibilisation des personnes au changement climatique, parce que, effectivement, il y a eu les COP21 qui éclairaient, la COP22, mais on voit bien que les changements sont devant nous et qui sont colossaux, aussi bien dans la façon de cultiver, la gestion de l'eau dont on ne parle pas. Et moi, je souhaite qu'un jour, Madame la Présidente, on ait un vrai débat sur comment on va aborder la question de l'eau, parce que, vous l'avez vu, on va avoir des périodes de pluie extrêmement abondantes et des risques d'inondation qu'on a vérifié il n'y a pas si longtemps. Je préside le comité de bassin Seine-Normandie, vous le savez. Et puis, on va avoir des périodes d'étiage extrêmement marquées où on va manquer d'eau. Et dans nos secteurs où nous avons des secteurs karstiques, la question de la gestion de l'eau va devenir aussi une vraie question climatique et de gestion pour demain. Bon, 2 propositions, 2 ou 3. La première, moi je voudrais qu'effectivement on se fixe dans le comportement à adapter par rapport au changement climatique une règle d'or qui doivent être des objectifs atteignables. Parce que quand on demande de faire des efforts de préservation de notre environnement, de s'adapter, il faut que les efforts soient mesurables, mesurés, et qu'on puisse les louer aussi, parce que le chemin, on sait, sera long, les comportements seront difficiles, mais en même temps, il faut qu'on marque ce qu'on aura fait de bien. Donc, objectif atteignable. Deuxièmement, il faudra qu'on se fixe des priorités, parce qu'on est dans un cadre budgétaire, on ne pourra pas tout faire. Vous ne pourrez pas être sur tous les fronts. Donc, 1, sensibilisation. 2, objectif atteignable. Évaluation. Moi, j'ai regretté de ne pas avoir le temps, je vous le dis franchement, de consulter les 400 pages sur le schéma air, eau, etc. Parce que l'évaluation, c'est une des conditions de l'évaluation, c'est de faire le bilan de ce que nous avons déjà réalisé. Et donc, je pense que, moi, je vais vous faire une proposition. Je souhaiterais que nous ayons un rapport annuel sur les objectifs, pas qu'on découvre, par exemple, 15 000 rénovations de bâtiments, et puis on découvre qu'à la fin, on n'a fait que 3 500. Donc, pour qu'on essaye d'adapter les dispositifs, pour tenir compte aussi des conditions économiques dans lesquelles nos compatriotes vont être amenés à changer de comportement. En matière d'habitat, moi j'ai vu le plan Habiter mieux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché, le plan Habiter mieux? Parce qu'il s'adresse à des publics en précarité pour lesquels l'investissement à réaliser est inatteignable, même pour le solde pour le reste à charge. Donc il faut qu'on ait une question sur rendre opérationnel, notamment pour les publics les plus fragiles, je pensais à l'habitat. Troisième chose, il faut qu'on joue sur nos spécificités bourguignonnes et franc-comtoises en matière d'énergie. Premièrement, il faut qu'on réaffirme ensemble l'hydrogène. Bon, je pense que là, il y a eu des expérimentations que vous avez citées tout à l'heure, Madame la Présidente. Je suis allé les voir aussi, par exemple à la Poste, l'utilisation, etc. Il faut qu'on voit comment on généralise ou comment on avance sur cette question de l'hydrogène, qui est une question très importante et pour lequel nous avons une longueur d'avance en Bourgogne-Franche-Comté. Donc jouons sur nos atouts. Premier atout, l'hydrogène. Deuxième atout, l'agriculture. Et là, nous avons un potentiel. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit aussi développé que Sophie Fonclaville l'a dit, mais on a un potentiel énergétique dans l'agriculture considérable et sous-exploité, alors que l'agriculture est une grande force économique et qu'il y a là une vocation économique aux mutations que nous devons opérer face au changement climatique. Une vocation économique. D'ailleurs, ça s'est fait en Allemagne, puisque vous l'avez cité comme exemple, et je partage ce que vous avez dit. Troisième chose, c'est le bois. Troisième priorité qu'on doit se fixer en matière énergétique, c'est le bois et la valorisation des sous-produits du bois. Mon collègue vice-président, c'est pas mon collègue vice-président, je me suis mal exprimé, votre vice-président, mon collègue conseiller régional de la Nièvre, pourrait en porter témoignage. Il y a là aussi des expérimentations qui ont été faites et des initiatives de valorisation et de création d'emplois
Je pense à l'écopole bois de la Roche-en-Brénil, qui est un exemple en la matière. Dernière chose, moi je voudrais reposer la question de l'éolien, non pas pour en faire un dogme pour ou anti-éolien. On doit faire coïncider en matière d'éolien deux exigences. La préservation d'abord de notre environnement. Parce qu'il y a de la pollution visuelle. Moi je sais que par exemple en matière d'UNESCO, sans en faire un esprit polémique, mais les sites UNESCO, dès lors qu'il y a de la co-visibilité avec de l'éolien, ça peut remettre en cause le classement que nous avons obtenu de la reconnaissance au patrimoine mondial d'UNESCO. Il y a un schéma qui a été mis en place, bourguignon. Moi, je souhaiterais qu'on ait une vraie réflexion sur la mise en place du nouveau schéma régional concernant l'éolien pour qu'on évite une chose, Madame la Présidente, c'est le mitage du territoire. Moi, je trouve que l'initiative qui est prise par un certain nombre d'entreprises d'aller voir un propriétaire terrien, voilà comment ça se passe, de lui faire miroiter le gain qu'il pourrait obtenir en vendant une parcelle, puis d'aller voir le maire en disant j'ai trouvé une parcelle et en lui faisant miroiter le gain qu'il pourrait avoir avec 3 ou 4 éoliennes posées ici ou là, je trouve que c'est un non-sens économique et un non-sens écologique. Donc je souhaiterais qu'on ait une réflexion très engageante sur ces éoliens. Il ne s'agit pas de le remettre en cause, il s'agit de le cibler pour que ce soit aussi un investissement à l'efficacité énergétique reconnue. Donc voilà, priorisons, évaluons, et je suis preneur d'un rapport annuel sur la transition énergétique et les conditions dans lesquelles nous avançons avec ses atouts et ses inconvénients et les possibilités pour vous, pour nous, à travers l'évaluation, d'infléchir un certain nombre de politiques pour les rendre les plus efficaces, parce qu'on est sur le long terme, mais avec une durée de vie électorale limitée, c'est-à-dire d'action limitée de 4 ans et demi. Voilà ce que je voulais vous dire, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Sauvadet. Océane Charest-Godard. Oui, Patrick Ayache, tu es déjà dans la liste. Oui, Sylvie Laroche aussi. Océane. Madame la Présidente, merci. Merci également, Frédéric, pour le travail qui a été fait. Je voudrais vraiment le souligner parce qu'avec ce travail, on participe à, je crois, à penser le changement et non pas à changer le pansement. Je ne sais plus de qui c'est, mais je crois que c'est bien de cela dont il s'agit. Et bientôt, je crois qu'il n'y aura plus de pansement d'ailleurs. Moi, je voudrais juste dire un mot sur la politique de soutien à l'enseignement supérieur, à la recherche, qui contribue à renforcer justement la prise en compte de la transition énergétique dans le cadre de nombreuses actions, de nombreux dispositifs, en 3 points. Au niveau de la formation des futurs acteurs de la transition écologique, il y a de nombreuses formations de licence à master professionnel qui concernent ce champ. Par exemple, la licence professionnelle protection de l'environnement, spécialité gestion et traitement des déchets de l'UFC à Lons-le-Saunier. La licence professionnelle énergie et génie climatique à l'IUT de Belfort-Montbéliard. Le master sciences environnementales à Montbéliard. Le master de l'UB à Dijon, sciences économiques économie et politique de l'environnement et de l'énergie. Donc on le voit, il y a une préparation aussi pour les métiers de demain en ce qui concerne la transition énergétique. Et puis un deuxième point sur la vie étudiante. Sur la vie étudiante parce que des actions de sensibilisation auprès des jeunes se font avec les CROUS, avec les associations étudiantes, dans le cadre aussi de la culture scientifique, technique et industrielle, qui sont également donc, des actions soutenues par la région. Alors par rapport aux CROUS, on pourrait parler de la réhabilitation des logements étudiants, on peut parler aussi du projet Éco-Campus de Belfort, on peut au niveau des associations étudiantes également, je pourrais parler de la future charte qui contiendra un paragraphe engageant les étudiants à prendre en compte leur empreinte environnementale ainsi que l'évolution des comportements des associatifs étudiants. Je pourrais vous parler également des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle. D'ailleurs, à ce titre, un événement en 2018 va avoir lieu sur tous les territoires qui s'appellera Vivo. Je vous avais parlé Homme-Nature, le titre a changé, c'est Vivo, peu importe, ça concerne bien, c'est bien le sujet qui nous préoccupe. Et puis un troisième point qui n'est pas des moindres, à savoir le soutien à la recherche qui permet de soutenir de nombreux projets de recherche liés à la transition énergétique et écologique. Je pourrais parler de l'ISAT,
le projet de recherche innovation STM 3D, système de transport multimodaux et de mobilité durable, pardon, et puis le banc d'essai véhicule en lien avec l'industrie automobile pour réduire les gaz d'échappement. Je pourrais vous parler également des recherches à l'UTBM sur la boucle d'air et le recyclage des gaz d'échappement. Je pourrais vous parler également d'autres projets de recherche sur la mobilité hydrogène et l'énergie. Et puis effectivement, M. Sauvadet en parlait, il parlait du bois à Cluny avec le soutien à la construction de la halle éco-construction bois, qui est un bâtiment dédié à la recherche sur le bois matériaux et le bois construction. D'autres projets, je ne peux pas être exhaustive, juste voilà, dire à quel point la recherche également participe à ce qui nous préoccupe. Moi, je voudrais juste terminer justement en disant qu'on passe notre temps à oublier également que nous vivons sur une planète qui est limitée et à laquelle nous appliquons, je crois, un principe illimité. Et ça accélère aussi le processus d'épuisement des ressources, d'accroissement des inégalités, ces sources de mécontentement, de frustration, de conflits. Alors permettez-moi un peu de poésie pour terminer, parce que je crois que quand même, notre véritable vocation n'est-elle pas d'aimer, d'admirer et puis de prendre soin de la vie sous toutes ses formes? Et je crois que c'est bien ce que nous faisons sur le territoire en Bourgogne-Franche-Comté, c'est de prendre soin de la qualité et de notre vie. Merci. Merci. Sylvie Laroche. Tout d'abord, une fois n'est pas coutume, mais finalement soyons un peu sincères, j'aurais aimé dire ce qu'a dit M. Sauvadet dans son intervention. Absolument. Absolument. J'attendais un petit moment pour le dire. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce débat, c'est que finalement, on voit bien que l'urgence climatique, la raréfaction des énergies fossiles, de l'eau que vous avez évoquée, qui est essentielle, que la qualité de l'air, que les conséquences sanitaires que ça engendre, nous convoquent au rendez-vous à la fois de nos choix, de nos responsabilités. Vous avez raison, je partage ça avec vous, mais aussi nous convoquent au rendez-vous de nos comportements. Et du coup, j'ai entendu quasiment dans toutes les interventions, et je trouve que véritablement, collectivement, il y a un très bon débat sur ces enjeux-là. Le mot accompagnement est revenu, et il me semble que l'accompagnement de tous les acteurs, à quelque niveau que ce soit, est posé comme une priorité. Alors je voudrais, dans une modeste contribution, parce que je pense qu'effectivement, il faut être concret pendant ce mandat. Ça a déjà été évoqué sur les aspects formation, mais je voudrais revenir sur ce levier formation pour dire 4 choses. D'abord, effectivement, en matière d'accompagnement, il faut permettre l'évolution des métiers et des compétences dans toutes les voies de formation. Travailler la carte des formations avec quand même quelques modèles exemplaires. Praxibat, des plateformes cofinancées ADEME Région dans les CFA, dans les lycées, qui permettent à la fois aux artisans, à des demandeurs d'emploi, à des lycéens, à des apprentis, justement d'acquérir les technologies nouvelles qui permettent d'appréhender l'évolution des compétences nouvelles et des métiers nouveaux dont nous avons besoin. Deuxième sujet, c'est qu'il faut agir sur les comportements. Et sur les comportements en matière d'investissement formation, nous avons les moyens d'agir à la fois sur des modules, en intégrant des modules d'initiation, d'éducation, de sensibilisation, partout, là encore, en lien avec le rectorat, en lien avec la DRAF, c'est fortement développé dans les lycées professionnels, mais dans l'ensemble des voies de formation. J'allais dire, initiation au développement durable et à l'éco-citoyenneté, c'est désormais quelque chose dont nous ne devons plus nous poser la question de savoir si on doit être éduqué, initié, voire même participer à des expériences de mise en pratique. Il faut que cela se fasse partout. L'éducation est un grand champ où l'on peut réaliser ça. Troisième levier d'action, accompagner les branches professionnelles, mais aussi les fédérations professionnelles. Je citerai 2 choses.
Capeco. Capeco dans le bâtiment, les travaux publics, pour favoriser par exemple l'éco-conduite, c'est extrêmement intéressant, mais aussi ADEC dans les bâtiments travaux publics pour accompagner sur la transition énergétique. Quatrième point, et là encore, je souligne l'à propos de François Sauvadet, suivi, évaluation. Objectif, et de ce point de vue-là, aider les branches professionnelles, aider les professionnels à poser des objectifs et à les évaluer. C'est aussi intégrer dans les formations toute la question de la réponse aux normes, code NFC, mais aussi la reconnaissance garante de l'environnement, des expériences qui se mènent aujourd'hui, mais qui doivent se généraliser pour que chacun puisse aussi, à un moment donné, finaliser, formaliser l'ensemble des actions qui peuvent être conduites dans ce domaine-là. J'en resterai là et je vous remercie vraiment pour la tenue des débats qui nous font redevenir des élus intéressants quand les interventions le sont. Merci. Merci, Monsieur Gentil. Monsieur Gentil, Monsieur Ayat, Monsieur Maillard. Voilà, tout le monde est... Oui, oui, oui. Ah ben, je pense déjà au premier, hein, les deuxièmes interventions, on verra en fonction du temps. Je souhaiterais qu'on n'aille pas au-delà de 11h45. Voilà. Monsieur Gentil. Merci Madame la Présidente. Simplement quelques mots. Donc, je voulais tout d'abord vous remercier pour ce débat et la qualité du débat. Mais je pense que maintenant, nous devons également entrer dans le concret. Et quand je dis ça, je m'inscris dans les paroles de mon collègue Pascal Grappin, par exemple, sur les bornes de recharge pour véhicules électriques. Même si ça déplaît à mon collègue de Lyon, ces bornes existent. Si je prends l'exemple du département de Lyon, il y a déjà 60 bornes d'installées. Il y en a 40 qui vont être installées dans les semaines qui viennent. Et nous sommes toujours dans l'attente de l'aide de la région avec les fonds FEDER. Alors, comme l'a dit Pascal Grappin, pour un problème de Mobigo, de la carte Mobigo, mais je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de ce problème qui va se résoudre dans le temps, et il faudrait que la région se positionne rapidement, surtout que les aides de l'ADEME sur ce programme de déploiement ne sont valables que jusqu'à la fin de l'année 2017. Donc il ne faudrait pas que la région arrive après les aides de l'ADEME. Autre point dont je voulais vous parler ce matin, notre région est une région territoire hydrogène. Et effectivement, il y a des beaux projets sur notre région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a 4 projets qui ont été validés au plan national. Ces projets nécessitent des investissements très très coûteux parce que nous sommes dans la recherche-développement, avec sur certains sites des process qui n'existent ni en France ni en Europe, donc qui nécessitent des fonds importants. Nous travaillons avec l'ADEME sur ces sujets-là et je voulais savoir également si vous étiez prêts à ce que la région participe financièrement à ces projets si les fonds FEDER ne peuvent pas être mobilisés, puisque nous sommes tellement dans des sujets pointus que bien souvent les fonds FEDER ne peuvent pas être mobilisés sur ces projets. Et puis, pour terminer, je pense qu'il y a également un sujet très important qui n'est pas apparu ce matin, c'est le développement des réseaux intelligents, puisque dans le cadre de la transition énergétique, dans la production d'énergie, cette énergie doit être réinjectée dans les réseaux et doit être réinjectée au bon moment quand il y a des problèmes de surtension. Je prends un exemple, dans quelques années, vous aurez des candélabres au niveau de l'éclairage public où vous pourrez brancher votre véhicule pour le charger. Et quand il y aura des besoins en électricité, si le véhicule est chargé, il pourra réinjecter de l'électricité sur le réseau. C'est quelque chose qui existe déjà de façon expérimentale et qui va très rapidement arriver chez nous. Et pour ce faire, il faut des réseaux intelligents, il faut développer la fibre et il faut également que les réseaux électriques soient intelligents pour que l'on puisse gérer correctement cet afflux d'énergie. Parce que bien souvent, quand les éoliennes ne fonctionnent pas, ce n'est pas un problème de vent, mais c'est un problème de surcapacité des réseaux. Donc je pense qu'également dans ce domaine, la région doit être présente
pour appréhender ces sujets et participer à développer des réseaux intelligents un peu partout en Bourgogne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Très intéressant ce débat. Juste insister sur le fait que la Nièvre est un département non seulement de Bourgogne-Franche-Comté, mais également très volontariste sur les thématiques de transition énergétique. L'agglomération de Nevers est territoire TEPCV depuis un certain temps. Je ne reviendrai pas sur toutes les initiatives que nous avons prises sur la rénovation énergétique du bâti, des bâtiments, des appartements et de toute la problématique liée à la consommation énergétique des ménages. J'ai compris que dans le phasage de la réflexion au mois de novembre, il allait être décidé des réflexions autour de nouvelles filières d'excellence. Sachez que nous avons une réflexion à l'agglomération de Nevers autour de la mobilité et du cycle. Le cycle dans son ensemble, le cycle peut être un vecteur d'innovation. On pense notamment au vélo assistance électrique. On a la chance d'avoir Look Cycle, qui est un des derniers acteurs du vélo d'excellence français, qui est sur Nevers. On a une volonté politique à l'agglomération de Nevers de voir émerger un concept, une cité du cycle. Alors on est peut-être ambitieux, mais il faut de l'ambition. On a un ancien site industriel au cœur de Nevers, à côté de l'ISAT. On a eu l'occasion d'en parler avec le vice-président Lagrange il n'y a pas longtemps avec le département. Et c'est vraiment un souhait fort du président de l'agglomération de Nevers de pousser ce sujet. Donc si on pouvait imaginer un jour une filière d'excellence du cycle à Nevers, on en serait très heureux. Également Manicourt et ses entreprises. Manicourt pourrait devenir un vaste territoire d'innovation et d'expérimentation. Je propose qu'à Manicourt, on puisse engager une réflexion avec le pôle véhicule du futur, c'est d'actualité, pour que le Manicourt devienne un technopôle également filière d'excellence démonstratrice de la technologie hydrogène. On pense aux piles à combustible, on pense aux batteries rechargeables. Il y a déjà des entreprises qui sont en joint venture avec PSA et Hydro-Québec sur des réflexions de moteurs électriques de longue autonomie. L'autonomie est clé dans la réflexion de la mobilité. On a également les problématiques d'infrastructures qui sont nécessaires au renforcement des réseaux qui sont trop peu existants dans le domaine de l'hydrogène. Et je rebondis sur les propos de notre collègue sur l'ISAT, qui est effectivement une école qui promeut les formations d'avenir. On pourrait également réfléchir à des formations spécifiques sur les entretiens de véhicules électriques à hydrogène. Je pense notamment aux formations complémentaires d'initiatives locales. Donc sous l'angle d'innovation, de la formation et de projets industriels, la Nièvre pourrait être candidate à ces filières d'excellence autour de la mobilité du cycle et du stockage hydrogène. Bien, mes chers collègues, la stratégie que nous développons au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est voir comment on peut contribuer aux objectifs de la CO2 pour diminuer l'usage l'usage individuel du véhicule automobile à motorisation thermique carbonée. Ça veut dire que c'est tout un ensemble d'évolutions qui sont à faire. Je dis d'évolution parce que, comme l'a dit François Sauvadet, il faut faire changer les mentalités. Et c'est ça qui est le plus dur. Parce que tout le monde est d'accord sur l'objectif, mais personne ne veut voir une éolienne devant chez lui. Personne ne veut changer ses habitudes de déplacement. Et personne ne veut consommer différemment de ce qu'il fait actuellement. Donc on est bien dans une politique à la fois d'affirmer des objectifs à moyen et long terme et aussi de modifier les habitudes. On y reviendra cet après-midi sur les mobilités, sur la tarification. Mais je vois les débats qui se pointent chez nous, c'est-à-dire les objectifs totalement d'accord. Mais les moyens d'y arriver, on les conteste immédiatement. Et surtout, quand on perd la lisibilité globale du projet qui nous anime. Cela ne peut se faire que si on a une démarche d'anticipation. Et la démarche d'anticipation, en ce qui concerne les véhicules électriques,
nous l'avons eu, puisque nous avons commencé de travailler sur ce sujet dès 2013, alors que les premiers véhicules électriques commençaient de poindre. Et ce que nous avons voulu, c'est ne pas laisser partir les initiatives dans tous les sens et de jouer notre rôle, qui est confirmé dans la loi NOTRe, d'architecte des mobilités. Architecte des mobilités, on fixe le cadre, on fixe les conditions de partenariat et on aide chacun qui doit concourir à la réalisation de cet objectif de le faire. Ce qui nous avait amené, pour répondre précisément aux bornes électriques, à avoir un schéma de cohérence d'implantation des bornes électriques sur la partie bourguignonne, qui était voté, si mes souvenirs sont bons, fin 2014, et nous avons négocié avec l'Europe cette capacité à intervenir dessus. Ça nous a été refusé plusieurs fois, parce que ça ne rentrait pas, et pour que ce soit accepté, il a fallu mettre, pour justifier ces fonds, d'avoir un schéma de cohérence. Parce qu'un réseau de bornes électriques, ce n'est pas pour la satisfaction de tel ou tel maire, pour faire bien, c'est tout un système de cohérence qui doit être mis en place. Les fonds européens, ils arrivent pas. Les fonds européens, c'est 1,5 million qui sont prévus. Nous avons ce schéma. Nous avons des initiatives de 4 syndicats d'énergie. Au moment où les dossiers passent au niveau du Fonds européen, la condition même, qui était l'une des conditions qui était donnée, c'est que ce soit interopérable avec le système qui va gérer l'ensemble des mobilités de façon dynamique, c'est-à-dire en interactif, qui s'appelle Mobigo et qui est en train d'être liquidé. Ce qui a été fait, il y a eu suspension au niveau des fonds. Comment? Mais qui va... Non mais attendez. Mais laissez-moi répondre, et vous aurez satisfaction dans ma réponse. Mais on fait les choses par ordre, on ne peut pas demander d'avoir une démarche cohérente, de se fixer des objectifs. C'est ce que vous avez dit. Donc, je ne fais que rappeler la procédure que vous avez voulu développer sur d'autres sujets. Donc appliquez-les aussi à ce sujet-là. Donc sur ce schéma, on a eu une réunion qui a eu lieu le 14 avril, alors que l'affectation des fonds européens était au mois d'avril. Nous avons demandé, parce que le cahier des charges fait par les syndicats ne nous a pas été communiqué pour vérification, de vérifier que l'interopérabilité avec l'opérateur que vous avez choisi était possible. Vérification a été faite par nos services, avec vos services, sur le fait que c'était possible. Donc ça rend éligible, puisque c'est une condition sine qua non de répondre au schéma. Deuxième problème, la densité d'implantation des bornes, qui est le choix de chaque syndicat et qui procède d'ailleurs différemment. En Côte d'Or, dans Lyon, dans la Saône-et-Loire, puisque la Nièvre, il n'y a pas encore des réponses, on n'est pas au même niveau. Donc on doit traiter équitablement chacun des territoires avec les mêmes normes. Ne seront prises en compte que les bornes qui rentrent dans le schéma. Tout ce qui est fait en plus est fait en plus. Et d'autre part, le principe d'équité, il faut que l'on connaisse les demandes de chacun pour que le taux soit identique. C'est le débat qu'on a eu sur les développements du très haut débit. On ne peut pas concevoir que dans un département, on ait un taux de 40%, dans un autre département, un taux de 20%. Donc, il faut que l'on connaisse la globalité pour fixer le taux pour consommer le 1,5 million de fonds européens. Donc, nous en sommes là. Il y a, au niveau de ce qui a été demandé sur le schéma, la cohérence avec l'implantation et le schéma régional. Donc, le 21 a répondu, hier ou avant-hier. Le 71 a répondu aussi hier ou avant-hier. Nous attendons la cohérence pour voir les bornes qui sont cohérentes avec notre schéma. Lyon ne l'a pas encore envoyé. Nous attendons ça. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a silence radio du côté de la Nièvre. Voilà. Donc, dès que nous aurons l'ensemble, ça repassera en comité de programmation et le 1,5 million sera attribué.
Eh bien, si la Nièvre nous dit quel est le nombre de banques qui vont mettre, est-ce qu'ils vont remplir le schéma, ça sera immédiatement derrière. Donc, il faut bien concevoir que les délais ne dépendent pas forcément de nous. Mais vous comprenez que pour avoir une équité entre les départements, c'est-à-dire subventionner chaque département au même taux, il faut connaître l'ensemble pour voir consommation du 1,5 million, combien ça représente par rapport aux ambitions de chaque département. Très bien. Patrick Ayache. Oui, merci Madame la Présidente. Merci également Frédéric Collat, ma chère collègue, pour la qualité du travail qui nous a été présenté et qui, je le sais, provient d'une longue année de réflexion, de concertation, de travail partagé. Merci également, je tiens à le dire, à tous les orateurs pour la qualité de ce débat. Nous sommes en train de faire de la politique comme nous le concevons, un certain nombre, définir une vision, un projet à moyen et long terme, si possible le partager et essayer, comme ça a l'air d'être le cas, d'avancer tous ensemble pour ensuite aboutir à un plan d'action évalué et qui permet de mesurer l'atteinte que nous aurons ou pas de ces objectifs extrêmement ambitieux. Dans ce débat a été posée la question des moyens par plusieurs orateurs, Pierre Grosset, M. Grappin, entre autres. Je voudrais signaler que l'une des réponses à la question des moyens se trouve effectivement dans les fonds européens. Je vais vous donner très rapidement quelques chiffres. Sur le programme opérationnel Bourgogne, sur 3 axes, énergie renouvelable, efficacité énergétique, mobilité durable, 34 millions, un peu plus de 34 millions, j'arrondis pour simplifier, sont à la disposition des territoires pour développer les projets qui nous seront proposés. Mais j'attire en même temps votre attention, comme je l'avais déjà fait sur le très haut débit, sur, pour le moment, et j'espère que les choses vont s'amplifier, le faible niveau de consommation de ces montants. Environ 8% sont aujourd'hui programmés. Donc c'est un appel que je lance maintenant, puisque le débat va sans doute se terminer par une approbation globale sur la nécessité de passer de l'intention au projet. Sur le programme Franche-Comté et Massif du Jura, qui a été à l'époque, dans la construction des fonds européens, la première région à disposer de montants aussi importants, c'est 44 millions d'euros sur 4 objectifs stratégiques, énergie renouvelable, efficacité énergétique pour le logement social, efficacité énergétique, je m'en rappelle, c'était à la demande à l'époque de l'État, pour les bâtiments de l'enseignement supérieur, et mobilité durable, 44 millions, là avec un taux de programmation beaucoup plus sympathique, mais qui s'explique par l'ancienneté de cette pratique dans la région Franche-Comté, de 26%. Au total, donc 44 plus 34, ça fait beaucoup d'argent, à la disposition des porteurs de projets. Je vais vous donner un exemple, puisque hier matin, nous étions au comité de programmation et nous avons programmé un petit projet, mais qui correspond tout à fait à un certain nombre d'exemples qui ont été évoqués dans le débat, du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Sensé. Sensé, c'est un syndicat qui regroupe un certain nombre de communes, qui a un projet donc de chaufferie à géothermie, premier dossier de production ENR géothermie, petit projet, mais vous allez voir comment il a été financé grâce à l'apport des fonds européens. 137 000 euros de coût total, 53 000 de l'Union européenne, 26 000 euros du Conseil régional, ce qui fait un montant de financement global, sans compter les autres participations publiques qui existent, probablement du département ou de la communauté de communes, de 60%. C'est la preuve, là aussi je le dis et je le dirai de façon jusqu'à épuisement complet, de faire la démonstration que les fonds européens, c'est le levier qui permet le financement des projets, car il se fait accompagner
systématiquement du Conseil régional et souvent des autres collectivités. Pour les bornes de recharge, et j'en terminerai là, Michel Neugnot a donné cette réponse de cohérence qui effectivement est nécessaire pour que nous accompagnions le projet, mais je tiens à rassurer les orateurs qui ont pris la parole sur cette question. L'argent est là. Nous l'avions programmé effectivement, c'est de l'ordre d'1,5 million. Le dossier a été instruit. Ça veut dire que le délai d'instruction sera extrêmement court lorsque les projets nous seront remis. Et dès lors que les porteurs de projets se seront mis en cohérence avec le projet régional, nous reprogrammons ce dossier et il sera, c'est surtout ça qui importe, payé extrêmement rapidement. Merci. Alors, ce que je voudrais vous dire déjà, c'est que je trouve que le débat est passionnant, de par son thème et de par sa tenue. Je voudrais tout d'abord saluer le travail et l'écoute de Frédéric, qui a entendu notre souhait concernant la politique écologie, avec cette fois des objectifs réalisables. La politique de l'habitat, pour ne citer que celle-ci, avec son volet énergétique, manque de lisibilité pour le commun des mortels. Comment voulez-vous, chers collègues, qu'un bailleur ou qu'un propriétaire s'y retrouve dans notre jargon? Vous voulez faire des travaux? Isoler votre logement? Alors, rapprochez-vous de Solia, du CAUE, de l'ADEME, d'ADERA, de l'ANA. Nous avons la politique écologie. Vous avez une OPA sur votre territoire? Vous connaissez le BBC? Et bien sûr, à tout cela s'ajoutent les jargons spécifiques au territoire. Franchement, il s'agit donc bien, en premier lieu, de diffuser l'information de manière compréhensible pour tous. L'ANA dispose d'ailleurs d'enveloppes conséquentes et il nous faut les consommer. Du coup, en Haute-Saône, le département, dès le 1er janvier 2018, mettra en place une plateforme Habitat avec un numéro unique pour plus de lisibilité. Si l'on veut que nos concitoyens s'emparent de nos politiques, on doit leur parler, si j'ose dire, français. Par ailleurs, je rejoins tout à fait les propos de M. Sauvadet, ça m'arrive aussi, concernant ces dires sur les propriétaires modestes ou très modestes. Bien sûr, ils ont envie de faire les travaux, comme nous, les travaux d'économie d'énergie. Mais ils ne le peuvent pas pour des raisons financières uniquement, parce que le surplus est infinançable pour eux. Alors, il faudrait voir comment nous pourrions les aider à notre niveau. Les collectivités en Haute-Saône, je connais bien cet exemple-là, puisque je suis vice-présidente du département en charge de l'habitat. Eh bien, ce qu'on a fait, on accompagne les publics et les bailleurs, privés ou publics, qui sont éligibles, et nous avons conditionné nos aides à celles des collectivités. Et ça marche. C'est en s'y mettant tous ensemble qu'on y arrivera. Et pour terminer, il est bien question aujourd'hui, et pour l'avenir, d'organiser, de simplifier, de partager et d'améliorer nos politiques. Et je sais que les concertations avec les territoires ont permis justement un meilleur calage des politiques régionales en la matière. Claudie Duban, Madame Robin, Christine Robin, Patrick Genre. Merci Madame la Présidente. Bien, je crois que c'est finalement peut-être un peu redondant de souligner encore une fois la hauteur de la tenue de ce débat, et qui est à la fois constructif et respectueux. Mais je crois que nous avons une conscience totale et convergente sur la nature des enjeux qui sont devant nous, et que nous sommes à peu près tous d'accord sur le fait que nous devons nous emparer très vite de cette préoccupation. À ce stade, je voudrais simplement apporter un témoignage qui est peut-être dans la continuité de ce que je viens d'entendre à l'instant, puisque nous avons à l'échelle du Pays Sud-Bourgogne mis en place une plateforme locale de rénovation énergétique et que nous avons construit un guichet unique en travaillant à ce que l'ensemble des acteurs, notamment des contributeurs financiers qui interviennent sur ce dossier, donc, se réunissent et que nous apportions conseil à nos concitoyens d'une seule voix pour les accompagner dans le marais de l'ensemble des dispositifs financiers qui existent, mais aussi peut-être de le sécuriser sur la procédure technique, tant il est vrai
que dans le domaine de la rénovation énergétique, le marché a vu aussi arriver un certain nombre d'acteurs privés qui n'étaient pas forcément d'une grande fiabilité, voire d'un grand sérieux. Et donc, les habitants, les citoyens ont besoin aussi reprendre confiance dans toutes les différentes techniques qui existent. Cette approche de sensibilisation des habitants par l'intermédiaire d'un guichet unique a produit des effets, puisque nous avons aujourd'hui un nombre conséquent de dossiers qui sont déjà engagés et d'accompagnement de projets de rénovation. À ce stade, la difficulté qui est la nôtre, elle vient plutôt du côté de l'offre. Nous avons généré de la demande, mais aujourd'hui, sur le terrain, nous avons des difficultés avec l'offre. Pourquoi ? Parce que ces travaux de rénovation s'adressent principalement à des entreprises du bâtiment qui sont des PME, des petites PME de proximité. Très clairement, ce ne sont pas des dossiers qui intéressent forcément les grands groupes, mais qui s'adressent plutôt à des PME. Or, ce secteur du bâtiment est aujourd'hui un secteur qui est peu organisé, et notamment qui est peu organisé dans un premier temps pour proposer un service de maîtrise d'œuvre. Donc, quand on fait intervenir plusieurs corps de métier, ça n'est pas toujours dans les compétences des habitants ou du citoyen de savoir coordonner ces différents chantiers. Or, ce métier de coordination, bien sûr, les structures, les professions organisées comme les architectes, par exemple, n'existe pas forcément, n'est pas disponible sur le terrain. Et là, on touche une première difficulté qui est réellement très, très compliquée. Donc, il y a un problème d'organisation. Il y a aussi un problème de compétences de ces entreprises, parce que s'il y a eu à une époque une large labellisation de type RGE pour répondre notamment à des conditionnalités de crédit d'impôt, ça n'est pas forcément toujours accompagné d'une réelle compétence sur le terrain. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui, si on veut que les opérations soient efficaces en termes de consommation énergétique, il faut réellement que l'on s'interroge sur la qualité, la technicité des travaux qui sont accomplis. Et le troisième volet, qui n'est pas le moindre, c'est qu'il faut aussi arriver à convaincre ces entreprises de répondre à ces chantiers, parce que la première, il y a une difficulté tout de suite, c'est le problème de la trésorerie. Parce que quand on travaille avec... alors ça a été notamment une des difficultés du dossier Habiter mieux, c'est que quand les entreprises mettent un peu plus d'un an à encaisser les subventions qui sont adossées à ces chantiers, et bien sur des PME, sur des TPE, c'est souvent très difficile, voire impossible. Et ça a amené un certain nombre d'entreprises à se détourner de ces chantiers pour des problèmes de trésorerie et de financement. Donc c'est une question qu'il faut aussi que l'on regarde, parce que si on arrive à générer de la demande auprès du particulier, il faudra aussi que l'offre soit organisée au regard. Et je pense que c'est pour le coup une des compétences de la région, puisqu'on est typiquement dans la compétence à la fois de développement économique et de formation, mais qu'il faut absolument que nous mettions en parallèle les actions nécessaires pour accompagner, tant il est vrai que ce chantier de la rénovation énergétique, si on regarde à l'aune de ce que ça peut représenter, c'est réellement un potentiel considérable, et qu'il faut bien être conscient que dès l'instant où on va mettre tous les moyens pour sensibiliser les gens, et aujourd'hui on sait bien qu'il y a une convergence absolue de tous les acteurs publics sur ce domaine, depuis l'État, la région, mais les départements s'y mettent, les intercommunautés, les pays, etc., eh bien ça va forcément générer de la demande. Encore faut-il que l'offre soit en regard pour y répondre. Et il y a vraiment des enjeux considérables, et il faut qu'on soit réactif. Parce que quand les chantiers vont sortir, on ne peut pas avoir des plans d'action qui se déclinent à 2 ou 3 ans. La réponse, il faut qu'elle soit absolument extrêmement rapide. Donc voilà, je voulais juste vous alerter. C'est une première difficulté que nous rencontrons. Et simplement pour vous dire une chose, c'est que n'oublions pas que nous avons affaire à un secteur d'activité qui ne génère pas le plus grand engouement et qui n'est pas de la plus grande attractivité auprès des actifs, des salariés, et que pour avoir connu, notamment dans le Mâconnais, dans les années 2007-2008, on a la chance d'être sur un territoire où le taux de chômage est peut-être un peu plus faible qu'ailleurs, et on arrive très vite, dès qu'une activité est relancée, sur des secteurs, des métiers en tension. Et quand on est en tension, c'est très compliqué. Donc, donnons-nous les moyens, peut-être, d'anticiper. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est en réponse à ce qu'a dit M. Ayache. Je crois qu'on est bien conscient, effectivement, qu'il y a des enveloppes financières qui sont là. Mais n'oublions pas une chose, c'est que pour les consommer,
Encore faut-il que nous ayons des dispositifs qui ne soient pas des usines à gaz administratives. Essayons de faire que les choses soient simples et attention à la complexité de la conditionnalité des subventions, qui est souvent un frein à la consommation des crédits. Merci, Madame la Présidente. Avant vous, Monsieur Saunier, vous n'aurez droit qu'à 1 minute. Et avant, Monsieur, qui est-ce qui va redemander la parole? Il y a Monsieur. Non, mais justement, j'avais donné la parole à Patrick Jean, mais qui est-ce qui m'a redemandé la parole? Monsieur Saunier et Monsieur Grappin, c'est ça? Vous m'avez redemandé la parole, mais alors, vous, c'est 1 minute. Hein. Et Monsieur Genre? 1 minute. Madame Champy? D'accord. Maintenant, je vais arrêter le débat parce que vous voyez l'heure qui tourne. Je pense qu'il y a eu beaucoup de contributions. Donc, Monsieur Genre, Madame Champy, Monsieur Saunier et Monsieur Grappin, je vous en supplie vraiment. Oui, bah oui, puisque vous avez déjà eu la parole. Alors, Monsieur Genre. Oui, merci Madame la Présidente. Très rapidement, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin, moi je voudrais réaffirmer la nécessité de territorialiser les objectifs. Vous connaissez mon attachement à cette approche territoriale. On ne peut pas appliquer de manière stricte et je dirais, imposer les mêmes objectifs sur tous les territoires. On l'a déjà évoqué en Franche-Comté lorsque nous avons parlé du SRCAE et du SRDE et ainsi de suite, et du SRCE. Il est nécessaire de prendre en compte les spécificités territoriales. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, attention aussi que nous n'ayons pas, ce qui a peut-être été un peu trop le cas, mais ce qui semble évoluer dans le bon sens aujourd'hui, des postures dogmatiques. Je prends un exemple. Nous sommes sur certains territoires confrontés au radon. Le radon est un gaz naturel qui, particulièrement dans les écoles, dans les lycées, les collèges, demande un traitement spécifique. Le meilleur traitement spécifique contre le radon, c'est l'aération des locaux. Et on est face à une injonction contradictoire, c'est que le BBC avec double flux et autres, par exemple, interdit l'ouverture, justement, pour pouvoir optimiser le fonctionnement des doubles flux. Donc on est face parfois à des injonctions contradictoires entre la volonté de développer donc le BBC, ou en tout cas ce qui permet d'avoir une consommation d'énergie inférieure, et puis en même temps le fait de combattre le radon. Enfin, ça c'est un exemple. Hein. Deuxième exemple, c'est, on l'a souvent évoqué particulièrement avec le Morvan, avec le Haut-Doubs, avec le Haut-Jura, c'est la filière bois-énergie. Attention aussi à ne pas fixer des objectifs trop, démesurés pour la filière bois-énergie, parce que n'oublions pas derrière que ça renvoie des cohortes de camions sur les routes. Et ça veut dire que l'impact positif d'un côté va être décuplé en négatif de l'autre. Et pareil pour les filières courtes ou le bio. N'imposons pas entre guillemets dans les lycées et autres, n'imposons pas peut-être partout le même objectif, quand on sait que même si c'est une filière courte, ou en tout cas quand c'est une filière bio, ça impose également des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Il faut avoir une approche globalisante de la notion de transition énergétique et de consommation énergétique. Voilà, simplement ce que je veux dire. Et puis, une proposition. Alors, j'ai essayé de me renseigner avec mes collègues, mais je ne crois pas que la région intervienne dans les OPA. On veut travailler justement sur l'amélioration de l'habitat. On veut travailler justement sur tout ce qui concerne la fracture énergétique. Eh bien, pourquoi est-ce que la région ne pourrait pas envisager dans une fiche de procédure une possible, alors je ne sais pas, ça demande certainement des calculs et des estimations, mais pourquoi pas, dans le cadre des contrats territoriaux, proposer que la région devienne un partenaire, aux côtés de l'ANA en particulier et des conseils départementaux, devienne un partenaire de l'amélioration de l'habitat. Et donc, dans le cas des OPA, et comme ça, on obtiendrait un double effet positif. D'une part, on résoudrait un certain nombre d'habitations qui sont à la limite de l'insalubrité, et d'autre part, on créerait des logements plus sobres dans leur consommation énergétique. Voilà. Donc, réflexion sur pourquoi pas la région dans les OPA. En tout cas, c'est à mon avis à réfléchir. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est Monsieur Saunier Arrigui. Madame la Présidente, juste deux choses. Le petit film qui a été passé était intéressant. Il évoquait les étudiants, la formation des étudiants. Nous avons, nous, préparé et fait un écolo-crèche. C'est dès l'enfance
qu'il faut sensibiliser les enfants sur cette question. Frédéric est venu l'autre jour et elle le sait, et je crois que c'est important. Là, dans le film, il n'était pas marqué, c'est une observation. Et deuxième chose, il faudrait aussi travailler très sérieusement dans les zones rurales de la mobilité, sur la mobilité. Ça me paraît être essentiel. Voilà ce que j'avais à dire. Vous voyez que je n'ai pas pris trop de temps. Transition énergétique, ça c'est sûr. Mais appuyer là-dessus, très important. Parce que... Monsieur Grappin, vous aviez oublié quoi? J'ai oublié sur les éoliennes, Madame la Présidente. Le schéma déployé par RTE au niveau des postes sources n'a pas été étudié par rapport au point je dirais, de raccordement des éoliennes qui produisent l'énergie. Il a été imaginé, ce schéma, pour diffuser et pas recevoir. Et le progrès technique qui s'est fait ces dernières années au niveau des éoliennes fait que là où les gisements de vent sont moins importants qu'au début, on a la capacité quand même de développer des éoliennes. Mais on se trouve rapidement bloqué par la problématique des postes sources. Et là, en tant que région avec l'État, vous avez la possibilité de faire évoluer les choses. Et c'est un point qui, à mon sens, est relativement important. Et c'est un point que j'avais oublié. C'est en cours. Mais c'est en cours, Monsieur Grappin. Soyez rassurés. Hein, le travail est en cours avec l'État et RTE. Hein. Madame Pélissard, vous aviez démarré. Vous voulez terminer, mais c'est une demi-minute. C'est vraiment une demi-minute, Madame la Présidente. Pour vous dire que notre groupe voudrait participer au travail qui a été engagé par Frédéric Collat de façon très objective, avec 3 points. Un objectif atteignable, ça c'est une chose indispensable en matière de transition énergétique. Une évaluation, François Sauvaldet l'a dit. Et puis, je voudrais revenir aussi sur l'idée qu'a eue Pascal Grappin de ces CEPOM. Parce que M. Ayache nous a parlé des fonds FEDER et a dit très justement qu'ils n'étaient pas assez utilisés. Mais parce qu'il faut, pour accompagner les fonds FEDER, des fonds nationaux. Et ces fonds nationaux, on ne les trouvera que si les collectivités locales sont impliquées. Donc effectivement, notre contribution, ça serait qu'on puisse arriver à faire des CEPOM en matière environnementale sur l'ensemble des territoires. Et puis travailler avec une absence de dogmatisme. Ça, c'est nouveau par rapport à ce qu'on a connu avant. Et je dis bravo à mon collègue vice-président en charge des lycées pour le travail qui est fait dans les lycées. Je dis bravo à Sylvain Mathieu. Le programme sur les forêts est un programme que nous acceptons et qui nous paraît excellent. En revanche, Monsieur Grosset, il vous faudra évoluer, quitter vos positions dogmatiques, quitter votre tout BBC, parce que je voudrais juste conclure là-dessus. Le BBC, c'est une chose, mais si vous voulez être BBC, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, un chauffe-eau électrique. Un chauffe-eau électrique, peut être un chauffe-eau avec de l'électricité renouvelable. Donc il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser dans tous les dogmes. Merci, nous concluons ce débat. Ah, Madame Champy. Alors vraiment, vous n'avez pas de chance d'arriver en fin de débat. Alors, très vite. En fait, je veux partager avec vous une réflexion personnelle que j'ai menée très tôt lorsque j'étais en travaux de thèse. Je travaillais sur les systèmes techniques et les modifications technologiques. Et j'ai été amenée à repenser la production. Alors, vous avez tous dit, il faut changer les mentalités. Oui, vous avez raison. Et en fait, je vais lancer le mot qui est devenu poncif de changement de paradigme. On est à l'aube et on est en train d'initier un changement de paradigme. Dans ce paradigme-là, où les sciences et les technologies devraient amener à produire un peu plus propre, je pense que l'essentiel aussi passe par la culture, justement, et qu'on parvienne à avoir une certaine conscience du monde partagée et une conscience de soi, qu'on a un peu perdu avec la révolution industrielle. Alors, je vais vous rappeler une chose. La production qui est le résultat d'une combinaison de facteurs de production, capital et travail, et à laquelle on ajoute progrès technique pour pallier l'épuisement des facteurs de production, puisque tous les économistes qui sont ici, ou à peu près, savent que les rendements sont décroissants et qu'on est dans un régime de l'usure. Donc cette production, telle qu'on la pense en gros depuis le 19e siècle et qu'elle s'applique, c'est une vision du monde que nous avons. Et je
donc j'en finis avec ça. Je veux juste vous rappeler qu'autrefois, notre civilisation européenne a pensé la production à partir de 4 causes. La cause matérielle, dans quelle matière la chose va arriver, sera produite, pourquoi, dans quelle finalité, c'était la cause finale, par quel opérateur, c'était la cause efficiente, qui est la seule cause aujourd'hui qui reste dans nos mentalités, il faudrait peut-être penser aux autres, et il y avait la cause formelle, qui est la forme que l'on voulait donner à la production. Alors, évidemment, il y a un impératif aujourd'hui de changement technique obligatoire, puisque notre planète et notre humanité est en danger, mais en effet, si nous ne parvenons pas à nous envisager autrement dans le monde et à percevoir autrement le monde, tout ça, ce sera juste un changement de régime financier et d'accumulation, mais nous n'aurons pas résolu réellement le problème. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci.